Cette situation actuelle, franchement, quand on regarde ce qui se passe, c'est un peu ridicule. On a vu le ministre iranien des Affaires étrangères se rendre au Pakistan. Il a même publié sur son compte X que c'était une tournée. Il allait d'abord à Islamabad, puis à Mascate, à Oman, et ensuite à Moscou. Ils devaient répondre aux messages qu'ils avaient reçus du Pakistan, des États-Unis, via le Pakistan. Ils voulaient répondre à ça, ils ont rédigé une réponse. Mais ensuite, on a appris que Donald Trump envoyait aussi des messages, Jared Kushner et Steve Witkoff également. Tout ça, franchement, c'est sorti de nulle part. Ce n'était pas prévu, parce que l'Iran n'avait pas l'intention de rencontrer ou de parler avec la délégation américaine de négociateurs au Pakistan. Tout ça, c'était inventé. Ils ont tout inventé. À l'instant même, ils viennent d'annoncer que c'était annulé, parce que vous savez, le ministre iranien des Affaires étrangères est en ce moment à Mascate, à Oman. Donc s'ils vont là-bas, il n'y a personne avec qui négocier. Personne à qui parler. Et comment voyez-vous la situation en ce moment, avec ce genre de manœuvre, disons, de la part de Donald Trump? Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des manœuvres, mais d'un côté, il essaie de négocier, et de l'autre, on voit qu'il maintient le blocus du blocus. Quelle est votre lecture de tout ça? D'abord, il y a eu son insistance sur ces réunions auxquelles l'Iran a refusé de participer, d'abord mardi, et puis, comme vous l'avez dit, quand on a annoncé que le ministre iranien des Affaires étrangères allait passer brièvement par Islamabad, qu'il parlerait au médiateur pakistanais, puis qu'il se rendrait à Mascate et ensuite à Moscou. Les États-Unis ont aussitôt réagi, sans doute pour montrer quelque chose, ou peut-être pour pousser les Iraniens à accepter des discussions. Ils ont donc clairement annoncé qu'il y aurait des pourparlers. On a vu ce genre de choses à plusieurs reprises avec l'administration Trump. We see this repeatedly with the Trump administration. We saw it most spectacularly. On l'a vu de façon spectaculaire la semaine dernière, à la fin de la semaine, quand le ministre iranien des Affaires étrangères a publié ce que je dois bien appeler un message désastreux sur les réseaux sociaux. Il y déclarait que le détroit d'Ormuz était ouvert et libre, sans aucune des précisions qui étaient pourtant essentielles à cette déclaration. Et là, Donald Trump s'en est emparé et a commencé à raconter les choses les plus folles, à inventer complètement. Il disait que le détroit d'Ormuz était totalement libre, que l'Iran avait promis de ne plus jamais le bloquer, qu'il allait remettre tout son uranium enrichi aux États-Unis et ne plus jamais en produire, et même qu'il allait aider les Américains à retirer les mines marines du détroit d'Ormuz. Et ils allaient lui offrir un joli petit poney rose avec un ruban attaché. Franchement, tout ça était complètement ridicule. On a vu le même genre de choses assez souvent pendant le conflit en Ukraine. Quand les États-Unis annonçaient quelque chose et que la Russie répondait « Non, on n'a jamais accepté ça, on n'a jamais prévu de se rencontrer ». J'ai souvent l'impression que l'administration Trump faisait ça en pensant que, simplement en le disant, l'autre camp serait mis sous pression pour que ça devienne vrai. Vous voyez? Que le simple fait de le déclarer finirait par forcer l'autre partie à accepter cette réalité. On l'a vu tellement de fois maintenant. Et cette fois, ça n'a pas marché. Les Iraniens l'ont tout simplement ignoré, puis ils sont partis à Islamabad. Et ils ont déjà dit aux Américains, « On ne va pas rencontrer ton gendre chouchou ni ton pote de l'immobilier. » Ce ne sont pas des diplomates. Si vous voulez vraiment mener des discussions diplomatiques sérieuses avec nous, à nos conditions, alors envoyez de vrais diplomates ou de vrais responsables politiques, de vraies figures de votre administration. Pas vos copains ni vos enfants de la népotisme, d'accord? C'est ça la situation. Et puis, au-delà du fait qu'aucun des deux n'a de poste dans l'administration Trump,
ni au sein du gouvernement américain. Il y a aussi le fait qu'un diplomate britannique, il y a quelques semaines, les a carrément qualifiés d'atouts israéliens. Donc, je veux dire, ce n'est pas étonnant que les Iraniens aient dit qu'ils ne leur faisaient pas confiance et qu'ils ne voulaient pas les rencontrer. Et franchement, ils n'ont aucune raison de le faire, non? Mais il était assez évident que les Iraniens allaient refuser une rencontre avec qui que ce soit, encore moins avec Jared Kushner et Steve Witkoff. Et ça, c'est à cause de la position très claire annoncée par les gardiens de la Révolution. Il n'y aura plus de négociations avec les États-Unis tant que leur espèce de contre-blocus bidon ne sera pas levé. Maintenant, il faut le dire, ce contre-blocus a une efficacité très limitée. En réalité, il n'est même pas vraiment appliqué. Voilà. Ce n'est pas un blocus du détroit d'Ormuz. Il n'y a pas de navire américain aligné, vous voyez, à travers le détroit d'Ormuz. D'accord? Ce n'est pas du tout la situation. En réalité, ils ne sont même pas à portée facile de missiles de croisière ou de drones depuis la côte iranienne. En fait, toutes les interceptions qui ont eu lieu ne se sont même pas produites dans le golfe d'Oman. Elles ont eu lieu au-delà, vous voyez, dans l'océan Indien ou dans la zone Indo-Pacifique. Et pourquoi? Parce que la marine américaine a encore trop peur de s'approcher autant de la côte iranienne. Jusqu'à présent, ils ont arrêté au total 4 navires, 2 battant pavillon iranien et 2 liés à l'Iran, c'est-à-dire qu'ils transportaient soit du pétrole iranien, soit des marchandises à destination de l'Iran. En attendant, on nous dit, et pas par n'importe qui, mais par le Financial Times, Lloyds et Kepler, qu'au milieu de la semaine, environ 34 pétroliers étaient soit entrés en Iran, soit sortis d'Iran. Oui, certains entraient, d'autres sortaient, et aucun n'avait été intercepté. Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, le blocus. La marine américaine dispose de 16 navires, c'est tout. Ce sont leurs forces dans cette zone. Et pour chasser des dizaines de pétroliers iraniens à travers tout l'Indo-Pacifique, c'est extrêmement difficile. Ensuite, ces pétroliers peuvent très facilement contourner toute la zone du golfe d'Oman. Il leur suffit en fait de longer la côte iranienne, de sortir d'un port iranien ou dans l'autre sens, de faire le trajet inverse, toujours en longeant la côte de l'Iran. Et on sait bien que les États-Unis ne veulent surtout pas s'approcher des côtes iraniennes, à cause des missiles de croisière anti-navires de l'Iran, de ses drones aériens, de surface, sous-marins, de ses mini-sous-marins, de ses avions, de ses missiles de croisière, de ses missiles balistiques, bref, tout un arsenal. L'Iran a largement de quoi viser la marine américaine, non? C'est d'ailleurs pour ça qu'aucun navire américain ne s'est approché des côtes iraniennes depuis le début de ce conflit. C'est du jamais vu. Donc il reste bien à distance. Un bateau d'attaque rapide, par exemple. Il y a plein de scénarios possibles. Ils longent la côte iranienne, puis ils entrent dans les eaux territoriales pakistanaises. D'accord? Ils longent ensuite la côte pakistanaise. Et là, ils ont le droit de passage inoffensif dans ces eaux territoriales. Est-ce que Randituksuorthang n'est navertano pakistanais? Liantik non. Jusqu'à présent, clairement non. Est-ce qu'ils veulent provoquer ce genre d'incident diplomatique avec le Pakistan? Non. Alors, ils longent simplement les eaux pakistanaises, non? Ils peuvent y décharger des choses si besoin, les transférer sur un autre navire, conclure des arrangements. Sinon, ils entrent dans les eaux territoriales indiennes. Est-ce que les États-Unis vont attaquer des navires dans les eaux indiennes? Non, certainement pas. C'est la même chose. Ils peuvent décharger là-bas ou contourner complètement l'Inde, et à ce moment-là, ils sont déjà bien au large dans l'océan Indien. C'est pour ça que ce blocus est une mascarade. Oui, c'est même un peu absurde quand on regarde les déclarations. Ils ont bien intercepté plusieurs navires, mais qui étaient déjà loin, dans l'océan Indien ou au-delà,
Je crois qu'il y en a eu un près de la Malaisie, dans le détroit de Malacca, non? Vous voyez, ce genre d'interception. Mais en réalité, les pétroliers iraniens, pour entrer ou sortir, n'ont qu'à longer les côtes, passer par les eaux territoriales, et ça ne pose aucun problème. C'est pour ça que ce blocus n'est pas vraiment réel. Pourtant, c'est ce que l'administration Trump utilise. Elle s'en sert comme d'un moyen de pression contre l'Iran. Et au-delà de ça, Trump le présente comme une sorte de victoire, une démonstration de puissance. Or, l'Iran refuse d'accepter cette mise en scène des États-Unis. Ils ne vont pas leur offrir cette victoire symbolique, cette image de puissance, peu importe ce qu'il y a, disons, à l'intérieur de la saucisse d'un éventuel accord, si on peut dire. Les États-Unis sont obsédés par leur image, celle de la puissance dominante, du vainqueur, et Trump encore plus, parce qu'à ce stade, son image personnelle se confond complètement avec celle du pays. Et personne ne se préoccupe plus que lui, tu sais, du narcissique en chef, c'est-à-dire Trump. C'est très similaire à la situation de la crise des missiles de Cuba, dans les années 60, quand Kennedy a fini par conclure un accord, par des canaux discrets, avec Khrouchtchev. L'Union soviétique acceptait alors de retirer ses missiles nucléaires de Cuba. En échange, les États-Unis retiraient les missiles nucléaires Pershing qu'ils avaient installés en Turquie et en Europe, ce qui, à l'origine, avait poussé l'Union soviétique à placer des missiles à Cuba en réponse. Mais, selon l'accord, cette deuxième partie, exigée par les États-Unis, n'a pas été rendue publique avant plusieurs décennies. Et toute l'affaire a été présentée comme une grande victoire américaine sur l'Union soviétique à Cuba. Parce que les États-Unis tiennent énormément à leur image de puissance dominante, parce que toute l'idée d'hégémonie repose sur le pouvoir. Et si les autres pays ne te craignent pas, s'ils ne croient pas en ta force, alors il n'y a plus d'hégémonie. C'est, tu sais, un peu comme dans Game of Thrones. Le pouvoir réside là où les gens croient qu'il réside. Donc c'est vraiment essentiel. Le récit, l'histoire qu'on raconte, compte énormément, parce que c'est en grande partie ce qui fonde l'hégémonie américaine. L'Iran, lui, refuse de donner aux États-Unis une victoire publique, une victoire rhétorique, en plus du fait que les États-Unis ont saisi 4 navires iraniens. Et en retour, l'Iran, œil pour œil, a saisi des navires dans le détroit d'Ormuz, qu'il peut au moins relier aux États-Unis ou à leurs alliés en guise de réponse. Oui. Alors, il y a une question qui a été soulevée dans toute cette affaire, à propos du tweet d'Araghchi. Plusieurs journaux occidentaux parlent d'une direction iranienne divisée, au moins sur la question de la poursuite des négociations. Et Trump a sauté sur l'occasion en s'en servant comme prétexte pour prolonger unilatéralement le cessez-le-feu. En gros, il disait « Les Iraniens ont besoin d'un peu de temps pour remettre de l'ordre chez eux et accepter mon ultimatum. Donc on va leur accorder quelques jours de plus. » C'est à peu près ce qu'ils ont dit. Et moi, je pense qu'il est très probable qu'il y ait effectivement des désaccords au sein des institutions iraniennes du pouvoir. Le régime, si on veut utiliser le terme technique plutôt que le terme normatif, chargé de sens, d'accord. La plupart de leurs dirigeants les plus haut placés ont été éliminés lors de frappes de décapitation. Ils ont maintenant une toute nouvelle équipe. Certains d'entre eux, sans doute, n'ont même pas encore travaillé ensemble, parce que tout le monde est retranché dans son bunker, non? Personne ne sait vraiment dans quel état se trouve l'ayatollah Mojtaba Khamenei, le guide suprême. Où est-il? Est-ce qu'il est dans un état médical grave? Est-ce qu'il est défiguré, comme le dit Pete Hicks? Enfin, tout ça, on ne connaît pas son état. On ne sait pas, mais ça semble probable. La façon dont l'Iran a organisé sa défense, cette défense en mosaïque, cette dévolution du pouvoir,
c'est tout à fait logique. Dans une situation de crise où une grande partie de la direction politique et religieuse serait éliminée par des frappes de décapitation, il est tout à fait logique que le pouvoir soit transféré au corps des gardiens de la révolution islamique. En cas de crise, de menace sécuritaire ou de guerre, ça a du sens. Oui, ça a vraiment du sens. Et je l'avais prédit dans mes propres vidéos sur ma chaîne avant l'attaque américaine. J'avais dit que si les États-Unis menaient ce genre de frappe de décapitation, le scénario le plus probable ne serait pas, entre guillemets, un changement de régime, mais simplement que les gardiens de la révolution prennent un contrôle plus ferme qu'avant. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe. Je pense qu'il y a eu une certaine confusion. Certains au ministère des Affaires étrangères semblaient peut-être plus enclins à, disons, dialoguer un peu avec les Américains sur le plan diplomatique. C'est leur travail, non? On a tendance à l'oublier, surtout aux États-Unis, où le département d'État est devenu en quelque sorte un autre département de la guerre. Mais au fond, ça se comprend. Et je suis sûr qu'il existe, au sein des institutions iraniennes, des points de vue différents, comme il y en a dans l'administration Trump à l'époque, ou entre républicains et démocrates au Congrès, sur les questions de politique étrangère. Mais au final, Tasnim, qui est à la fois le média officiel et officieux, ou selon la manière dont on veut le dire, l'organe de propagande, des gardiens de la Révolution, a publié Ça, c'est un point officiel. C'est pour ça que j'ai dit officiel, non officiel. Oui, ils ont mis Araghchi à l'épreuve. Et puis, très clairement, le corps des gardiens de la révolution islamique a imposé son autorité. Leur ligne dure, leur ligne rouge, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles négociations tant que les États-Unis ne lèveront pas leur soi-disant blocus. Et cette position a tenu. Et je pense que c'est la bonne décision. Je ne crois pas qu'on puisse faire des concessions aux États-Unis. À mon avis, ça montre de la faiblesse, surtout avec cette administration. Mais même au-delà de ça, on l'a vu à plusieurs reprises avec la Russie. Je pense que la Russie, le Kremlin, a commis des erreurs dans le conflit en Ukraine en étant trop disposé à jouer à des jeux politiques avec l'administration Trump. Et il y a évidemment des désaccords au sein du Conseil de sécurité nationale russe. Donc, vous savez, ce n'est pas comme si c'était une révélation choquante que, bon, certaines personnes au sein des institutions iraniennes, j'ai eu, disons, quelques réactions négatives à ce sujet. Comme si c'était scandaleux de simplement suggérer que, dans le gouvernement iranien, certains puissent avoir des opinions un peu différentes sur la voie à suivre. Mais enfin, quel genre de position idéologique et dogmatique est-ce que c'est? C'est juste du réalisme, non? Et ça n'a rien changé, au fond. Les gardiens de la Révolution ont gardé le contrôle. Un de mes exemples préférés, c'est quand après que Trump a, vous savez, réagi au message d'Araghchi en déclarant que les Iraniens ne fermeraient plus jamais le détroit d'Ormuz. Eh bien, je crois que 2 heures plus tard, les gardiens de la Révolution annonçaient que le détroit d'Ormuz était de nouveau fermé. Et en faisant ça, le message qu'ils ont envoyé aux navires dans le détroit d'Ormuz, parce que bon, c'était enregistré et diffusé sur les réseaux sociaux, c'était que, en gros, le guide suprême prend les décisions et que nous, la marine des gardiens de la Révolution, on est là pour les faire appliquer dans le détroit d'Ormuz. Donc c'est à nous de dire si le trafic est ouvert ou non. Et vous devez nous écouter, pas prêter attention aux tweets idiots de quelqu'un sur Twitter. Et enfin, c'était dit à peu près comme ça. C'était en anglais, évidemment, pour que les capitaines étrangers comprennent la langue commune et tout ça. Et moi, franchement, j'ai éclaté de rire. J'ai tout renversé. Ce que je buvais était partout quand j'ai entendu ça. Et on peut interpréter ça comme qui est l'idiot qui tweet et qu'il ne faut pas écouter. Eh bien,
On peut dire que c'est le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. On peut dire que c'est Donald Trump. Ou on peut dire que c'est les deux. Et moi, personnellement, je penche plutôt pour la dernière interprétation, que c'était, disons, une critique des deux. Mais le corps des gardiens de la révolution islamique a apporté son aide. Et je l'admets, mea culpa, j'ai été surpris que l'Iran n'envoie personne mardi aux négociations. Je pensais qu'ils le feraient à la dernière minute. Même RT disait qu'ils allaient le faire. Et là, je me suis dit, mais d'où ils sortent ça? Quelle est leur source? Bon, peu importe. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé la source qu'ils citaient. Je suis allé à une interview et je disais oui, on dirait qu'ils vont y aller. Et puis non, ils ne l'ont pas fait. Je m'étais trompé. Et je suis content de m'être trompé. Parce que je pense que ne pas céder, ne pas faire ce genre de concessions aux États-Unis quand ils posent une ligne aussi dure, c'est absolument nécessaire quand on traite avec eux. Il ne faut jamais leur montrer la moindre faiblesse. Jamais. Et franchement, l'Iran n'a aucune raison de le faire à ce stade. Parce que même si c'est vrai que les États-Unis ont causé d'immenses dégâts, des morts et des destructions en Iran, c'est aussi vrai qu'ils n'ont pas atteint leur objectif de changement de régime. Et à chaque étape d'escalade menée par les États-Unis et Israël, Israël a pu. Contre l'un des États du Golfe, vassaux ou alliés des États-Unis. Je t'ai perdu, Marc. Je t'ai perdu quand tu as dit qu'Israël pouvait le faire. C'est là que je t'ai perdu. Tu viens juste de revenir. Oui, l'Iran a su répondre, de manière symétrique ou asymétrique, à chaque escalade des États-Unis. Et ils ont réussi à le faire. Quand on regarde les options pour la suite, je dois dire, j'ai tendance à lire tout ce que Trump dit sur la politique étrangère, sur les réseaux sociaux, la façon dont il s'exprime sur Twitter, par exemple. C'est très inhabituel. Je le fais, mais je garde toujours en tête qu'il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Il faut regarder ce que les États-Unis font réellement, pas ce que Trump raconte sur Truth Social, ou peu importe la plateforme. Et les États-Unis sont en train de faire de telles préparations militaires que, entre le déplacement du 3e groupe aéronaval, qui, tu sais, fait un peu le tour de l'Afrique, la tête basse, parce qu'ils ont tellement peur des outils qu'ils ne veulent pas passer par le détroit de Bab el-Mandeb. Eh bien, maintenant, le George H.W. Bush est sur zone. Il y est probablement depuis environ 12 heures, peut-être un peu plus. Le nombre d'avions de combat qu'ils ont déployés, les avions ravitailleurs en Israël et en Arabie Saoudite, je les ai vus alignés. Et le nombre de transports militaires venant des États-Unis, d'Europe, puis vers le Moyen-Orient, c'est juste incessant. Incessant. En fait, au dernier comptage, j'en ai vu environ 800, et encore certains hier, depuis le début du cessez-le-feu, non? Ce qui est plus que les transports observés avant l'attaque initiale contre l'Iran en février dernier. Donc, tout ce que je vois indique que les États-Unis se préparent à reprendre les frappes. Et il y a au moins une forte probabilité que tout ce cessez-le-feu, puis son extension unilatérale, servent simplement à gagner du temps. Le temps de positionner tous les moyens qu'ils veulent sur place. Mais qu'est-ce qu'ils comptent faire? Bombarder encore? D'autres frappes de décapitation? Franchement, ça n'a pas marché la première fois. Pourquoi penser que ça marcherait cette fois? Et les États-Unis sont vraiment à un niveau critique en matière de ressources, que ce soit pour les intercepteurs de défense aérienne, ce que je souligne depuis longtemps comme le talon d'Achille américain, ou pour les munitions à distance, dont ils ont toujours besoin. Parce que, quoi que Trump en dise, l'Iran dispose encore de capacités de défense aérienne. On l'a bien vu juste avant le cessez-le-feu.
quand plusieurs avions américains sont entrés dans l'espace aérien iranien et sont tombés du ciel. Donc oui, il y a une vraie pénurie de Tomahawk et de JASSM, ces missiles de croisière lancés depuis les airs. Tous les grands médias, CNN, le New York Times, le Washington Post, le Financial Times, ont publié des articles à ce sujet cette semaine. Ils expliquent tous que les stocks sont aujourd'hui tellement bas et le rythme de production de nouveaux missiles tellement lent qu'il faudra encore 5 ou 6 ans pour reconstituer les réserves. Et pendant ce temps-là, les niveaux sont devenus si bas qu'ils ne pourraient plus faire face à des menaces géopolitiques venant de grandes puissances, comme la Russie ou la Chine. Et ils ont précisé que si la Chine décidait vraiment, ce qui n'est pas le cas, de prendre Taïwan par la force, elle pourrait le faire maintenant. Les États-Unis ne pourraient strictement rien y faire, parce qu'ils n'ont plus la puissance de feu nécessaire. Il manque tout simplement de munitions. Ils ont vidé les réserves, entre l'Ukraine, les frappes contre les Houthis, et maintenant contre l'Iran, 2 années de suite. Ils n'ont plus rien. Les réserves sont à sec. Et ils n'avaient pas gardé assez de stock à cause de cette idée absurde selon laquelle on peut produire à la demande. Cette logique de leur complexe militaro-industriel moderne, un peu boutique, qui n'a pas du tout fait ses preuves dans une guerre d'usure. Pas une guerre d'usure pour soutenir le régime contre la Russie, ni une guerre d'usure à longue portée contre l'Iran. D'ailleurs, l'Iran s'y était aussi préparé. Donc, je veux dire, ils peuvent bombarder à nouveau, mais à quoi ça va servir? Et l'Iran a été très clair sur les étapes d'escalade qu'il prendra à chaque nouvelle action des États-Unis à partir de maintenant. Non? S'ils bombardent, ils feront ceci. S'ils envoient des troupes au sol, ils feront cela. Et ils ont même évoqué le fait que leurs alliés, les Ansar Allah, les Houthis au Yémen, pourraient fermer le détroit de Bab el-Mandeb sur la mer Rouge. Et si vous pensez qu'on vit déjà une crise énergétique mondiale et que l'économie mondiale est en train de hurler, attendez un peu. Parce que si ça se produit en plus de tout le reste, et les Houthis ont déjà montré qu'ils en étaient capables, alors là, on change complètement de dimension. On irait tout droit vers une dépression mondiale sans détour. Ils ont aussi menacé de couper les câbles Internet au fond du détroit d'Ormuz et de la mer Rouge. Et ce n'est pas juste, vous savez, une histoire de gens qui ne pourraient plus regarder leurs films ou jouer en ligne. Les Émirats arabes unis sont un centre financier mondial et tout le trafic financier entre l'Arabie saoudite et le reste du monde passe par là. Donc si ça arrivait, ce serait un coup terrible, vraiment dévastateur pour l'économie mondiale. En plus de ça, ils ont menacé de frapper Yanbu, l'oléoduc saoudien qui traverse le désert et débouche sur la mer Rouge. Pas que ça leur serve à grand-chose de toute façon, si les Houthis ferment le détroit de Bab el-Mandeb. Ils ont aussi visé un grand port et une raffinerie aux Émirats arabes unis. Tout ça, ce sont des étapes très clairement annoncées dans une logique d'escalade. Et ce que ça montre, c'est que les Iraniens, une fois de plus, gardent l'avantage dans l'escalade face aux États-Unis dans cette situation. Et ça, forcément, ça rend Trump fou. Enfin, je veux dire, c'est évident. Il suffit de regarder ses tweets complètement délirants, mégalomaniaques depuis 2 semaines. On voit bien qu'il devient littéralement dingue, emporté par la frustration, l'impuissance et le désespoir qu'il doit ressentir en ce moment. Parce que vous savez, oui, l'hégémonie des États-Unis est en jeu ici. L'ordre mondial futur, tout comme avec le conflit en Ukraine, peut-être même encore davantage, est en jeu aussi. Mais au-delà de tout ça, ce qui compte le plus, c'est la réputation de Donald Trump. Du moins, c'est ce qui importe le plus au narcissique en chef, non? Son image,
son héritage politique, sa survie aux élections de mi-mandat pour ne pas passer les 2 années suivantes à se battre contre des procédures de destitution menées par un Congrès contrôlé par les démocrates, ce qui semble presque inévitable à ce stade. Il est dans une situation terrible. Il n'a aucune bonne option, n'est-ce pas? S'il recule et perd, il perd politiquement. Les États-Unis perdent leur position hégémonique. Et qu'est-ce qu'il reste après ça? Redoubler les frappes, plus de bombardements, plus de frappes ciblées pour décapiter les commandements, qui n'ont rien donné et qui vont encore plus vider les stocks de munitions essentiels. Ce qui laissera les États-Unis vulnérables, avec des marges de manœuvre géopolitiques extrêmement limitées. Et ça, pour la prochaine décennie, en gros. La Russie et la Chine doivent se dire « c'est parfait, non ?» Surtout la Russie, évidemment, parce qu'avec le pétrole, le gaz naturel liquéfié, l'aluminium, l'hélium, les engrais à base d'urée, les produits agricoles, tous ces prix qui montent, toutes ces ressources dont la Russie est un grand exportateur, c'est une situation idéale pour eux. Et vous savez, la Russie et la Chine profitent toutes les deux du fait que les États-Unis gaspillent ces munitions, qui ne peuvent donc plus être utilisées contre eux, ni directement, ni en les transférant à l'Ukraine ou quoi que ce soit d'autre. La principale préoccupation de la Russie et de la Chine, c'était que le gouvernement iranien survive. Et il a survécu. Il est toujours là. Il ne semble pas qu'un changement de régime soit possible dans un avenir proche, en tout cas. Oui, personne ne voit comment y parvenir. Moi non plus, je n'en voyais pas la voie dès le départ. Vous voyez, le fameux mème des gnomes de South Park, hein? Celui où les gnomes volent des sous-vêtements. Première étape, voler des sous-vêtements. Étape 2, point d'interrogation. Étape 3, profit. D'accord. Eh bien, c'est un peu comme larguer quelques bombes sur l'Iran. Étape 2, point d'interrogation, changement de régime. J'avais déjà souligné ça avant que tout commence. Comment compte-t-il passer de A à C? Et oui, ça s'est déroulé exactement comme ça. Maintenant, il y a une autre préoccupation qui entre en jeu, surtout pour la Chine. Je pense que la Chine, comme la Russie, veulent éviter une dépression mondiale. C'est ça, le vrai enjeu. Parce que même si la Russie profite à court terme de tout ça, si on entre dans une période de dépression mondiale, à la longue, ça finira aussi par les rattraper. Vous savez, la demande pour tout va baisser.